c'était plutôt, je pense aux autres rentrées où c'était encore la rentrée souvent la pire, que ça s'aggravait. Finalement, avec les capacités d'accueil, tout ça, vous avez une rentrée plus simple que d'habitude sur les bancs universitaires. On n'ayant pas augmenté les places en cette rentrée, est-ce qu'on ne s'est pas stabilisé dans... Ça dépend un petit peu suivant les universités, on vient de le dire, hein, puisque à Montpellier, compte tenu de la situation financière, comme on l'a dit, ils sont passés d'une licence à 1800 heures à 1500 heures. Donc ils ont coupé encore pour les maquettes. Donc eux, la plupart des enseignants qui voient leur enseignement disciplinaire réduit comme ça de 15%, voilà, ils ne trouvent pas que ça, que c'est très si confortable que ça, quoi, pour faire passer a priori le même contenu. Maintenant, c'est vrai que si on regarde par exemple à Paris 13, ils ont le même nombre d'étudiants que l'année dernière, donc en effet, les capacités d'accueil ont été le moyen de freiner l'accès à l'enseignement supérieur des bacheliers qui le souhaitaient. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup, en effet, d'étudiants, et on n'a pas les chiffres Parcoursup précis, mais en tout cas, c'est sûrement pas 3000, qui sont restés sur le carreau. Déjà, tous ceux qui ont abandonné la plateforme, il y en avait beaucoup plus déjà cette année que l'année dernière. Donc oui, mais cette réforme, on l'avait dénoncée aussi pour ça. On a dit, jusqu'à maintenant, au cours des 10 précédentes années, quand il y avait APB et d'autres dispositifs, il n'y avait pas de limitation en licence. Donc les licences accueillaient tous ceux qui souhaitaient s'y inscrire. Donc c'est principalement l'université qui a absorbé la hausse du nombre de bacheliers. Hein, et là, en effet, mettre en œuvre Parcoursup avec des capacités d'accueil limitées, ça a été le moyen de stopper cette progression du nombre d'étudiants à l'université. Donc là, oui, c'est vrai cette année. Mais maintenant, par contre, ce qui est quand même inquiétant, c'est que le nombre de recrutements enseignants-chercheurs n'a pas progressé quand même. Hein. Mais je pense aussi que pour faire le bilan de la rentrée, on ne peut pas se rester seulement sur un bilan chiffré en disant voilà, on a moins d'étudiants donc c'est plus facile. Il y a aussi le sens du métier qui a considéré et l'aspect psychologique et la situation psychologique des enseignants. On est de plus en plus face à une tension énorme en termes de choix, puisqu'on ne donne pas plus de moyens, il faut faire des choix sur laisser tomber quelque chose pour autre chose. On est sans arrêt en train d'attendre des collègues qui arrivent et qui arrivent au dernier moment, donc on ne peut pas travailler en équipe, etc. Donc je pense que justement, c'est tombé dans le piège que de vouloir faire tendu par le gouvernement, que de vouloir faire un bilan chiffré. Parce que si on s'arrête aux chiffres, on peut très vite considérer que tout va bien. Entre guillemets, hein, parce que même les chiffres, ils peuvent nous faire conclure que ça ne va pas si fort. Mais il faut aussi aller voir quand même les enseignants qui sont des êtres humains, quoi, globalement, et qui sont face aussi à d'autres êtres humains. Et c'est une relation qui ne peut pas se résumer à des chiffres. Et ça, malheureusement, on a tendance à l'oublier. Et actuellement, ce qui nous remonte plutôt des collègues, c'est une grande souffrance. Une grande souffrance face aux choix qu'ils sont obligés de faire, et face à un métier qui perd du sens par rapport à ce pourquoi on est, parce qu'on est aussi dans ce cas-là, pourquoi on est rentré dans le métier. On ne peut plus travailler avec les collègues, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de faire des retours sur les travaux des étudiants parce qu'on a des horaires, enfin des enseignements transversaux qui se multiplient, etc., etc. Donc c'est des conditions de travail qui sont vraiment de plus en plus difficiles. Et ça se voit pas. Et c'est ça qui est vicieux, c'est que progressivement, on entre dans une souffrance au travail, en plus de la précarité rampante là, qui arrive aussi, un statut social qui est dévalorisé, des enseignants qui perdent un pouvoir d'achat énorme, et donc l'enseignant, il y a 20 ans, il n'avait pas la même reconnaissance, etc. Et tout ça, ça joue sur la psychologie et sur le bien-être des collègues. Et je pense que ça, il faut qu'on y fasse plus attention en termes de bilan, parce que sinon on passe à côté de la réalité de ce qu'est l'enseignement aujourd'hui et les conditions du métier. Et ça, pour moi, c'est un axe fort qu'on va devoir traiter et qu'on va avoir le corps un petit peu plus, parce que la souffrance du travail, elle devient de plus en plus importante. On traite des cas dans les établissements qu'on n'avait pas à traiter il y a 10 ans. C'est systématiquement, il faut les accompagner pour aller se faire payer leurs heures sup, systématiquement, il faut aller accompagner des collègues qui étaient en congé maternité et à qui on demande de rattraper leurs heures, etc. C'est systématique. Et donc il y a une espèce de mise sous pression tout le temps en permanence qui fait que, au contraire, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, je trouve que cette rentrée elle est particulièrement difficile de ce point de vue-là.
Alors, juste encore une question sur Parcoursup. Alors, je ne veux pas vous faire dire du bien de Parcoursup, mais juste, est-ce que quand même... Je vais essayer. Mais est-ce que quand même le fait d'avoir des élèves qui ont peut-être été un peu plus triés ou sélectionnés, mais en tout cas sur leurs aptitudes à suivre peut-être certains cursus, est-ce que c'est pas plus agréable pour les enseignants? Est-ce que c'est pas, du coup, vous n'avez pas l'impression d'avoir des étudiants qui savent vraiment pourquoi ils sont dans cette filière et qui voulaient vraiment faire cette filière? Le problème, c'est que... Alors, je peux vous parler de l'année dernière. Cette année, c'est un peu difficile, mais ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que, sauf les filières en tension, il y a quelques filières, les STAPS, psycho, etc., mais les autres, on est allé jusqu'en bas du classement. Ouais. Et même après, il y a des élèves qui n'étaient pas passés par Parcoursup, on les a pris. Donc finalement, vous avez la même population. D'accord. Ça n'a rien changé pour les filières qui sont en tension. Et alors pour les filières en tension? Pour les filières en tension, il y a autant de réorientation, voire plus qu'il y en avait l'année dernière. Or, un des objectifs quand même de la loi OR, c'était le haut d'orientation, d'accord? C'était de dire justement, en les orientant mieux, ils ne vont pas redoubler, ils ne vont pas se réorienter, ce qui coûte un pognon de dingue. Donc comme on ne percive pas nous augmenter notre budget, si nous, on en consacre moins aux redoublants ou aux réorientés, globalement, on aura plus d'argent. C'était ça un peu le raisonnement. Or, ce qu'on constate, c'est que ce soit stat, psycho, droit, ça, on n'en a pas en lycée, dans le secondaire, toutes ces disciplines dites en tension. Donc, tous ceux qui s'y engagent, en tout cas pour cette année, il y en a autant qui sont en même PACES, qui sont en réorientation par la suite, qu'il n'y en avait auparavant. C'est-à-dire quand on dit qu'il y a 8% de plus de... C'est absent seulement ce chiffre-là, attention, c'est pas un chiffre général. Oui, d'accord. Bon, c'est 12 le chiffre du STAPS. Le chiffre de la C3D, c'est ça peut être 12, c'est encore. Ah, d'accord. Bon, enfin, par exemple, on avait le président de la Sorbonne qui nous donnait, lui, le chiffre de 7,5% en plus de toutes filières confondues, par exemple. Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte les réorientations dans ce chiffre? Parce que vous dites qu'il y a plus de réorientations. Je ne connais pas leurs chiffres, mais si vous regardiez en effet ceux qui étaient en réorientation, c'était les chiffres d'inscription à Parcoursup de cette année. Hein. Oui. Ça, ils étaient connus au début, ceux qui étaient en recherche. Hein. Oui. Ils avaient éliminé tous ceux qui étaient en reprise d'études, dont on n'a aucune nouvelle. En Parcoursup, ils étaient un peu plus de 100 000. Eux, là, ils étaient hors stat. Mais ceux qui étaient en réorientation, ils étaient connus. Hein. Sur la plateforme, oui, voilà. Qui augmente de 20 000, comme ça, les chiffres du début. Les facs, elles font chacune comme elles veulent. C'est ça, mais c'est ça. Il y a moins de décrochage dans ce cas-là dans la machine. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de réorientation. Oui, si on fait ça. C'est pas bizarre. Dans l'échelle, tu fais comme tu veux. Oui. Mais pour revenir quand même à votre question, parce que c'est souvent une question qui nous est posée, et vous nous dites est-ce que c'est pas plus confortable, etc. Mais ça, c'est pas une question d'enseignant. Notre objectif, c'est pas d'être plus confortable. Enfin, non, mais d'avoir un public qui réagit mieux ou qui est plus réceptif. Notre métier, c'est pas ça. Notre métier, c'est de faire réussir tous les étudiants qui sont face à nous. C'est pas d'améliorer et d'être confortable face à des étudiants qui ne bronchent pas, etc. Non, mais c'est parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Et l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est que nous, notre métier, c'est pas d'avoir des conditions de travail. Nos conditions de travail, ici, c'est des conditions de travail matérielles qu'on veut. Non, mais si c'est des étudiants qui sont plus intéressés, qui sont plus captivés. À nous les intéresser. À nous les intéresser. On est pédagogue pour ça. Enfin, je veux dire, on a fait ce choix-là parce que justement, on croit à ça. On croit qu'on peut intéresser tous les étudiants. Et donc, du coup, cette question-là, elle doit être posée autrement de notre point de vue. J'ai pas... Pardon, j'ai fini. Oui. Vous dites réduire la capacité d'accueil, ça a été une manière d'empêcher, de freiner l'accès à l'université. Et vous dites aussi on a été jusqu'au bout des listes et on a même accepté qu'il n'était pas sur les listes. Enfin, ça dépend des établissements. Vous prenez par exemple Sorbonne, université. Dans la même université, alors de mémoire en maths, ils ont augmenté les capacités d'accueil. D'accord ? Et donc du coup, l'année dernière, la sélection maintenant se fait entre le L1 et le L2.
C'est-à-dire ils ont repoussé la sélection. Par contre, en physique-chimie, et puis il y a une autre filière en biologie, voilà. Là, par contre, ils ont limité tout de suite, ils ont diminué exprès les capacités d'accueil en début du N1, et donc de mettre en place vraiment la sélection. Et après, vous avez par exemple l'université de Lille, où je viens, et en fait, on a fait des classements, et puis il y a eu des désistements. Alors bien sûr, c'est les meilleurs qui vont ailleurs, hein, surtout en sciences, où là, on a une compétition avec les classes préparatoires, et les écoles d'ingénieurs qui font des prépas intégrés. Donc du coup, après, ça descend, et puis vous arrivez à la fin. Et puis, vous n'avez pas rempli votre formation. Donc c'est très disparate d'une filière à l'autre et d'un établissement à l'autre. Ça dépend beaucoup de la politique que vous avez mise en place dans les établissements et puis aussi des filières. Donc c'est pas contradictoire, c'est des situations qui sont complètement différentes. Il n'y a plus de licences qui ont refusé de classer les candidats. Bordeaux, ils ont fait tous ex aequo. Oui, et puis aussi. Oui, l'université de Bordeaux, 3, Montaigne. Et l'université de Pau, ils ont mis des oui définitifs à tout le monde dès que l'étudiant demandait à Lyon 2 aussi. À Lyon 2, ils ont pas fait tout le monde. À Lyon 2, je ne sais pas, mais peut-être. Ils ont classé, mais ils ont plus. Ils étaient à plus 1700 et ils ont accepté tout le monde, ils ont mis des oui définitifs à tout le monde sans parcours ici. Vous parlez d'où? De l'université de Pau. Ah. Par contre, à Rouen, alors que l'année dernière, ils avaient pu prendre tous les bacheliers de l'académie, là, ils ont atteint leur capacité d'accueil et ils en restent sur le carreau en STAPS, en liste d'attente, en STAPS, en psycho, en sciences de l'éduc. Donc là, ils n'ont pas pu prendre. Donc il y a eu plus de bacheliers qui ont voulu s'orienter vers ces disciplines et leur capacité d'accueil ne leur a pas permis de répondre favorablement. Alors à Montpellier également, l'université de Montpellier, ils ont aussi eu des étudiants en attente. Au STAPS de Lyon, c'est pareil, on n'a pas pris tout le monde non plus. Je ne sais plus combien il y en a qui sont restés sur le carreau, mais donc c'était 150 ou quelque chose comme ça. Bonjour à tous, désolée d'être en retard. J'ai 3 questions. La première, avec Christophe, vous parliez de la place supplémentaire qui est passée de 2 500 € à 1 500 € cette année. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez fait ce calcul? La deuxième, j'ai une question sur le GVT. J'ai l'impression qu'il est compensé dans certaines universités, plus ou moins. Voilà, est-ce que vous y voyez clair sur la compensation? Et sur le système d'allocation des financements entre universités, est-ce que vous voyez vers quoi on va ou ce qui sera derrière les dialogues de gestion, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Je te laisse la troisième. Oui. Tu veux que je commence? Vas-y. Alors, effectivement, mettre en place là, un système de dialogue de gestion qui va remplacer les anciens modèles qui permettaient donc la répartition des moyens entre les différents établissements à partir de critères objectifs, même si ces critères étaient parfois difficiles à appréhender. Alors, ce type de dialogue de gestion, c'est quelque chose qui pouvait déjà exister à un niveau infra au sein d'un établissement pour répartir, par exemple, les moyens entre les différentes composantes. Et donc, entre généralement le vice-président chargé des moyens et les différents directeurs ou directrices de composantes. En apparence, c'est une procédure qui permet de mieux prendre en compte les réalités, les spécificités, voire les besoins des établissements. En fait, le risque, et c'est un risque avéré si on compare par rapport à une situation assez ancienne, c'est-à-dire antérieure à San Remo, le risque, c'est d'instituer un dialogue intuitu personnel entre le ministère d'un côté et des présidents d'université qui, selon leur capacité à se faire entendre auprès du ministère, pourront négocier au mieux cette répartition des moyens. Donc
le dialogue sera un dialogue qui ne sera pas nécessairement transparent et qui ne débouchera pas nécessairement sur la satisfaction des besoins de l'ensemble des établissements. Vous comprendrez pourquoi cette perspective ne nous réjouit absolument pas. Alors, ce que je viens de vous dire peut ressembler un peu à un procès d'intention, mais on a quand même quelques éléments passés qui justifient nos inquiétudes. On va surveiller ça, bien entendu, de très près, notamment pour voir si, par rapport aux anciens modèles, on observe des différences qui pourraient être liées, par exemple, à la plus ou moins grande docilité des directions d'établissement vis-à-vis des orientations ministérielles, par exemple sur les fusions, les regroupements, les initiatives d'excellence, etc., etc. Et voir si ce dialogue ne se transforme pas en prime aux présidents dociles, aux présidentes dociles. Il peut y avoir des femmes aussi parfois dans ce cas. Docile. Tu veux dire un mot sur le GVT ? Sur le GVT, le principe des RCE et de la LRU, c'était de dire il faut que maintenant les présidents d'université gèrent leur université avec leur masse salariale et on assume l'entière responsabilité. Donc pendant quelques années, c'est arrivé, le GVT n'était pas financé. En particulier quand on nous a créé les 1000 postes qui mettaient 60 millions d'euros sur la table pour les 1000 postes et ils ne finançaient pas le GVT qui est autour de 60 millions aussi. D'accord ? Donc voilà, après on comprend que il y avait où était la marge de manœuvre. Là, ça fait deux budgets où le GVT est en partie pris en compte dans le dialogue de gestion et dans la répartition. On verra celle du CNESER là, qui sera votée en décembre, mais l'année dernière, il y avait une partie qui était affectée au GVT sur la masse salariale. Donc, de la bonne manière pour toutes les universités ou plus ou moins alors, il n'est jamais compensé à 100%. Voilà. Il y a une négociation qui est faite entre le président et le ministère. Le ministère a une enveloppe, voilà, et il l'a répartie de manière un petit peu opaque, mais bon, ça on peut penser quand même que c'est à peu près proportionnel, voilà, aux besoins. Mais oui, aujourd'hui, c'est le problème de l'allocation des moyens. C'est que, en effet, du temps où il y avait San Remo, du temps où il y avait Sympa, il y avait un système qui était en partie à la performance, en partie à l'activité. Donc dans l'activité, il y avait le nombre d'étudiants. Vous voyez votre nombre d'étudiants progresser, normalement vous aviez de dotations qui avaient progressé. Hein, vous voyez votre nombre de publiants, la performance qui progressait, vous avez une partie qui progressait. Maintenant, tout ça, ça fait au moins, à mon avis, plus de 4 ans que Sympa n'est plus appliqué. Il n'y a plus de modèle. Donc, la représentation nationale vote un budget. On considère que c'est une progression par rapport, parce qu'il a toujours été en progression quand même, par rapport à l'année précédente. Donc, il y a un volume à répartir. Et c'est cette répartition qui est votée en fonction générale des politiques du ministère. D'où la loi ORE. Donc, qui est-ce qui va appliquer les mesures de la ORE? Ceux qui sont candidats, appel à projet, hop, et on affecte les nouvelles dotations, comme ça, sur appel à projet. Quant au... je ne sais pas si ça répond complètement à votre réponse. Quant aux 2500 versus 1500 euros, les 1500 euros, c'était Nicolas Castaldi qui l'avait fixé en son temps, d'accord, la première année, au doigt mouillé, comme ça. Hein. Les 2500 ? Non, les 1500. Et les 2500, c'est les présidents d'université qui l'avaient fait remonter l'année dernière. Et de la même façon, cette négociation-là, qui était un peu une négociation de marchand de tapis, hein, parce que le ministère comptait sur le fait que les présidents d'université ne discutent pas entre eux pour savoir à combien la place se négocie ailleurs, pour savoir s'ils pouvaient l'avoir, eux, un peu mieux. Bon, ils ont quand même discuté un peu entre eux pour échanger les informations. Mais voilà, ça c'est comme ça qu'on a eu cette information. Et vous avez une visibilité sur les 110 000 en poursuite d'études? En reprise d'études, pardon. Non, justement. Cette année, ils ne sont pas comptabilisés dans la plateforme, donc Vous n'avez rien de plus que non. Non. On ne sait pas où ils sont. Sur le dialogue stratégique et de gestion,
Il y a une concertation qui a été annoncée par Frédéric Vidal. Est-ce que ça a commencé? Est-ce que vous avez un peu des éléments calendrier là-dessus? Et sur le dialogue tel qu'il sera mené, il sera mené de manière déconcentrée, donc ce ne sera pas non plus les présidents d'université face à la centrale. Comment est-ce que vous prenez cet élément? Est-ce que c'est rassurant ou non? En ce qui concerne le dialogue, si c'est un dialogue entre le ministère et la CPU, je suis certain qu'ils vont arriver à s'entendre. Oui, ce sera peut-être le vice-président moyen des universités qui vont prendre en charge ce dialogue, mais le fait que ça se déroule pas forcément rue Descartes, mais localement, ne change rien au rapport de force et au contexte. Il ne s'agit plus de faire antichambre dans le cabinet du ministre ou de la ministre, mais la logique est la même. À partir du moment où vous négociez sans avoir de critères objectifs, ça ne peut être qu'une question de rapport de force ou de capacité à convaincre son interlocuteur de la validité de ses demandes, etc., etc. C'est une manière pour le ministère d'appliquer sa politique. Mais je ne vois pas comment on va pouvoir contrôler cette politique autrement qu'ex post. Une fois qu'on aura le tableau de répartition des subventions, excusez-moi, pour charge de service public. C'est pas très satisfaisant. En tout cas, je sais peut-être ça va faire une liaison, c'est encore une prérogative du CNESER qui est attaquée. Parce que la répartition des moyens, votés par la représentation nationale aux différents établissements, le CNESER devait donner un avis dessus. D'accord? Et entre autres sur justement les critères qui étaient appliqués. Si maintenant c'est une négociation de gré à gré entre université et ministère, c'est encore une prérogative du CNESER qui tombe. Oui, c'est là qu'était présenté le fameux tableau. Ah oui, voilà. Donc on voit bien quand même que tout ça, ça ne va pas dans le sens d'une plus grande transparence et d'une plus grande démocratie universitaire. Et sur la concertation, nous, on n'a pas été invités à y participer, on n'a pas d'éléments de calendrier, à ma connaissance. J'ai une question sur le CNESER disciplinaire. Selon nos informations, Frédéric Vidal devrait annoncer le report de l'application des nouvelles modalités législatives. Comment est-ce que vous recevez cette nouvelle? Déjà, on a été heureux de l'apprendre à 3 jours de l'ouverture et de l'installation du CNESER, donc on le rappellera demain à Madame la Ministre, que ce n'est pas vraiment des façons de faire que de préparer une installation de CNESER avec des candidats qui s'engagent sans savoir combien de temps ils vont devoir siéger, dans quelles conditions, selon quel texte réglementaire. Donc effectivement, ça nous a été confirmé par le cabinet que ce CNESER serait installé sur l'ancien texte, sur la base de l'ancien texte. On verra en fonction des garanties que l'on a en termes de fonctionnement, si on peut accepter ça ou pas demain, dans la mesure où laisser fonctionner encore le CNESER sur l'ancien texte, ce qui devrait nous aller, puisque c'est ce qu'on a toujours demandé, mais juste pour faire le travail, pour éviter que le Conseil d'État soit surchargé par la suite, puisqu'il reste 223 dossiers à traiter, et que donc il faut purger ces dossiers, et que donc du coup là le CNESER disciplinaire est bienvenu pour aider le Conseil d'État à ne pas faire les petites mains en gros sur les dossiers. Il faut que ça se fasse avec des conditions de travail qui sont acceptables, c'est-à-dire qu'actuellement il y a un secrétariat qui manque, donc il faudrait qu'il y ait ce secrétariat. On a des locaux qui sont progressivement repris par la DGSIP parce qu'il manque de locaux. Si on continue à siéger au CNESER disciplinaire, il faudra bien que ces locaux nous restent et puis que la reconnaissance du travail des magistrats, des jurys et des jurés se fasse, puisque pour le moment, on est sur du bénévolat le plus complet. Donc pour le moment, on n'est pas très content de la façon dont ça se passe, on n'est pas satisfait du tout que ce soit un conseiller d'État qui préside la juridiction une fois que la loi de transformation de fonction publique sera mise en œuvre. Mais en tout cas, sur cette transition, on considère vraiment que là, il y a un manque de respect évident de la part du ministère.
Donc on attend de voir un petit peu demain quel sera le discours de Mme Vidal sur la question. Est-ce qu'elle rejoint les promesses faites par son cabinet, et puis est-ce qu'elle est prête à ouvrir un petit peu la discussion pour que le travail se fasse dans des conditions acceptables pour ceux qui s'engageraient à siéger. Et vous faites un appel à la grève, j'ai pu traiter sur le côté retraite ou à manifester? Un appel à se mobiliser pour à minima déjà sensibiliser les collègues sur ce qui risque d'arriver dans ces textes, parce que pour le moment les collègues étaient dans la rentrée, ils sont très peu, ils n'ont pas été jusqu'au bout de la simulation de ce qui risquait de leur arriver avec la réforme, donc on va rentrer dans une campagne d'information et appel à se mobiliser effectivement le 24 entre autres, mais on entre plutôt dans une phase d'information, de travail sur des carrières et vraiment sur des choses concrètes pour montrer aux collègues ce qu'ils risquent de perdre. Et c'est pire, c'est un peu bizarre, mais que dans l'enseignement scolaire, ou c'est à peu près la même situation? Là, c'est ce qu'on disait, c'est pire puisqu'on entre dans la carrière à 34 ans. Vous n'étiez pas là tout à l'heure, peut-être quand on l'a dit, mais le fait d'entrer, on a fait des simulations. Le nombre de points cumulés, par exemple, d'accord, sur une carrière, entre un agrégé qui se rentrerait à 23 ans, 24 ans, et puis un maître de conférence qui serait recruté, par exemple, à 34 ans, lui, donc les 10 ans d'écart de recrutement, ne se rattrape jamais en nombre de points cumulés sur la carrière. Du moins, il faut attendre 70 ans pour le maître de conférence, d'accord, pour qu'il ait autant de points cumulés sur sa carrière que l'agrégé qui partirait à 62 ans. Voilà. Donc, voilà, même si on a une grille qui progresse un peu plus vite, elle ne progresse pas suffisamment vite pour faire des carrières comparables, ce qui n'est pas acceptable. Voilà. Donc déjà, on a un problème de rémunération dans le SUP, voilà, par rapport même au SCO, hein, compte tenu des carrières, sans parler du niveau de qualification, du recrutement, etc. Donc, et ça, si on fait une retraite sur l'ensemble de la carrière, évidemment, on prend plein pot. Les années à l'étranger, les post-docs, aujourd'hui c'est pas pris. Les années d'études, de thèse, quand elles ne sont pas financées, c'est pas pris en compte non plus. Voilà, donc il y a plein de spécificités dans le SUP qui font que les enseignants vont être les perdants, d'accord, de cette réforme, mais les enseignants du SUP, on sera les grands perdants. Voilà. Si ça se met en œuvre dans l'État. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il nous faut informer de tout ça. Parce que pour l'instant, voilà, les collègues n'ont pas encore toute la perception de ce qui peut leur arriver.